Bonjour et bon retour sur notre chaîne du concept à l'expertise. Moi c'est Martin Lekbar. Nous allons parler configuration as code. Monaco est une solution qui a été initialement développée par la société Dynatrace qui est leader nommé par Gartner dans son cadran au niveau de l'APM et l'observabilité. Donc ça montre quand même que la solution a prouvé quand même une certaine robustesse dans ce domaine. Monaco, c'est la solution qui est mise en place pour permettre d'industrialiser les déploiements des configurations. Donc, on va un peu essayer de voir tout ça en détail. Donc, Monaco, c'est une CLI open source qui a été développée par Dynatrace pour automatiser la configuration d'un cluster Dynatrace. Pourquoi est-ce que l'outil s'appelle Monaco? Tout simplement parce que historiquement, au moment où l'outil est créé, c'est un outil de monitoring as code, d'où le nom Monaco. Monaco a été conçu justement pour industrialiser et donc du coup, Dynatrace, pour garantir le support au niveau de ses produits, recommande d'utiliser sa solution. En termes de support, Dynatrace reconnaît aussi la solution grand public qui s'appelle Terraform. Donc, vous pouvez utiliser Terraform aussi pour piloter votre cluster. Mais lorsque vous quittez ces deux solutions, en général, vous courez le risque de perdre votre support. Donc, tant que c'est possible, privilégiez une de ces deux solutions. Maintenant, si on veut faire le lien entre Dynatrace et Monaco, donc bien évidemment, le lien entre ces deux, c'est l'API. Par contre, une chose à bien comprendre, c'est que Dynatrace, en termes d'API, contrairement à la plupart des solutions du marché, Dynatrace présente trois API. Donc, il y a une API de type cluster, il y a une API de type environnement et une API de type configuration. Malheureusement, pour chacune de ces API, Dynatrace met à disposition deux versions. Donc, pour l'API de type cluster, vous avez la V1. Pour l'API de type cluster, vous avez la V2. C'est pas pour dire que vous pouvez utiliser la V1, vous pouvez utiliser la V2. Non, ça veut juste simplement dire que quand vous voulez gérer votre cluster, il y a des fonctions que vous aurez dans la V1 que vous n'aurez pas dans la V2. Donc, les deux fonctions sont complémentaires. Du coup, c'est là que l'intérêt d'un outil comme Monaco prend du sens, tout simplement parce que on a dit qu'on avait trois API. Et pour chacune des API, on a deux versions. Donc, ça fait qu'il faut gérer 6 versions. Donc, du coup, un outil comme Monaco, ça va permettre que l'utilisateur fasse l'abstraction de toutes ces API, de toutes ces versions. Tout ce que vous avez à faire dans Monaco, c'est dire je veux utiliser telle fonction. Et c'est Monaco qui se charge de dire pour cette fonction, je sais que je dois utiliser l'API de type cluster ou je dois utiliser l'API de type configuration, je dois utiliser l'API de type environnement. Et maintenant, pour chacune de ces API, il sait quelle version utiliser. Et donc, il faut faire attention. Vous comprenez qu'il y a donc une liaison forte. Parce que, comme je l'ai dit, Dynatrace, de temps en temps, ils font évoluer les API. Donc, il y a des fonctions qui se retrouvent en V1, qui sont supprimées de l'API V1 et sont basculées en API V2. Donc, vous comprenez donc que votre Monaco, en fonction de la version que vous avez, il peut avoir en mémoire, du moins en mémoire dans son code, que pour telle fonction, il faut que j'aille sur l'API V1. Alors qu'entre-temps, Dynatrace a fait une mise à jour et du coup, cette fonction a quitté la V1 pour aller dans la V2. Donc, c'est pour cela qu'il est fondamental, de la même manière que vous faites une release management pour votre Dynatrace, il faut aussi faire une release management pour votre Monaco. Donc, autant que possible, mettez à jour ces deux solutions. Monaco est capable de gérer du multi-environnement. Donc, que vous soyez, qu'au sein de votre cluster, vous créez 2, 3, 4 ou 10 environnements. Monaco est capable de piloter ces 10 environnements. Tout simplement parce que Monaco, dans sa configuration, va vous demander l'URL du cluster et l'ID du cluster. Et donc, du coup, c'est à partir de ça qu'il sait que je suis sur tel environnement ou tel autre. Cette fonctionnalité, cette capacité fait que Monaco devient aussi donc fonctionnel aussi bien que votre cluster soit de type managé, donc on-premise, ou bien de type SAS, dans l'offre cloud de Dynatrace. Donc, peu importe que votre souscription soit on-premise ou de type cloud, vous pourrez la gérer avec Monaco, tout simplement parce que Monaco va vous demander des URL. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vous assurer que la CLI Monaco ait les flux pour pouvoir atteindre l'API en question. Une des choses très importantes lorsqu'on entre dans le monde de l'automatisation, c'est le concept de template.
Dynatrace, déjà sa solution Monaco, a fait le choix d'aller sur le templating de type Go. Donc, autant que possible, faites du template. Pour faire le parallèle, pour ceux qui sont plus habitués à des solutions comme Solstack, comme Ansible, qui utilisent comme solution de templating du Jinja. Donc, le Jinja et du Go sont des équivalents lorsqu'on bascule entre ces deux domaines. Donc, si vous êtes habitué au Jinja, tout ce que vous avez construit autour du Jinja, il faudra garder cette même philosophie lorsque vous allez construire vos templates Go. Une des choses aussi importantes, c'est que pour faire vos templates, ça vous oblige donc à être dans les bonnes pratiques. Quand je dis être dans les bonnes pratiques, c'est que lorsque vous êtes dans votre configuration d'un cluster Dynatrace, il faut autant que possible créer des modèles. Donc, il ne faut pas que pour 5 management zones, vous ayez 5 configs différents. Vous devez avoir un seul modèle de management zone. Et donc, la seule chose qui varie, c'est peut-être le tag qui est associé, c'est peut-être le host group. Et là, du coup, ça fait que à ce moment, vous aurez juste à faire un seul template Go qui couvre toutes vos management zones. Après, ça peut arriver que vous ayez une management un peu particulier. En ce moment, vous lui faites un template particulier. Mais autant que possible, les bonnes pratiques, c'est faites des modèles pour chacune des fonctions. Quand vous êtes sur ce modèle, vous comprendrez aussi automatiquement que votre configuration dans Monaco devient d'autant plus simple parce que vous êtes en mode template. Alors que quand vous faites vous êtes dans des modèles totalement différents, ça veut dire que votre config Monaco va aussi avoir des configurations totalement différentes et va donc s'alourdir. Une des choses aussi très importantes, c'est que Monaco est CI/CD ready. Ça veut simplement dire que Monaco, dans son fonctionnement, peut s'intégrer dans votre chaîne. Donc, si vous avez une chaîne qui, par exemple, vous avez une interface, vous créez un projet, derrière le projet faisait les demandes de machines, faisait les demandes d'habilitation, désormais, vous pouvez introduire une étape qui est configuration Dynatrace pour le projet. Et donc, du coup, cette étape donnera les inputs à Monaco et Monaco fera les configurations qui vont bien dans Dynatrace. Donc, ça, c'est aussi une possibilité. Une chose qui est faisable avec un outil comme Monaco que je vous encourage fortement à privilégier comme solution de déploiement que d'aller dans l'interface Dynatrace et faire des configs. Quand vous avez un seul cluster pour un seul environnement, la question peut se poser si ça vaut la peine. Mais dès que vous commencez à avoir plusieurs clusters, plusieurs environnements, vous allez très vite vous rendre compte qu'il vaut mieux être dans un modèle CI/CD pour pouvoir justement industrialiser ça. Des configs que vous faites en pré-prod, vous l'avez testé, vous poussez le code via votre branche et tout, et puis votre code se retrouve sur votre cluster de prod. Donc je vous encourage vraiment à basculer en mode CI/CD. Tout à l'heure, lorsque je parlais des API, je vous ai dit Dynatrace expose 3 API, pour chaque API 2 versions. Je vous ai dit il y a une API de type cluster. Ce que vous devez savoir, c'est qu'à ce jour, ça évoluera peut-être, je ne sais pas, Monaco, il ne sait pas gérer une API de type cluster. Il ne sait pas une nouvelle page qu'il gère. Donc, tout ce qui est configuration dans la CMC, dans la configuration management cluster de Dynatrace, ça, ce n'est pas porté par Monaco. Donc, ces genres de config, il faut les porter par une autre solution. Monaco, comme j'ai dit, c'est une CLI, donc c'est un binaire que vous devez positionner sur le serveur. Donc du coup, si vous allez sur le site de Dynatrace, vous pouvez récupérer les binaires. Il en existe pour l'OS Linux, il en existe pour l'OS Windows, il en existe pour macOS. Et une des choses aussi très importantes, c'est que Monaco se porte très facilement dans Docker. Donc du coup, pour ceux qui font beaucoup de Docker dans l'entreprise, ça peut être une option d'aller sur du Docker. Ça permet de rester compliant. Donc, ici, on va essayer de donner les grosses lignes de l'arborescence d'un projet Monaco. Donc, bien évidemment, avant toute chose, il vous faut le binaire que vous allez récupérer sur le site de Dynatrace, que vous le récupérez en mode exe pour Windows, en mode SH pour Linux, ou bien en mode Docker, peu importe le modèle dans lequel vous le récupérez. Donc, en point d'entrée, il vous faut ces binaires. Ensuite, le deuxième élément, c'est ce que Monaco appelle son fichier manifeste, dont le fichier c'est manifeste.yaml qui est le nom du fichier par défaut. Donc, par défaut, dès qu'on lance Monaco sans lui donner le nom du fichier, il cherche ce fichier. Après, vous pouvez le renommer différemment à ce moment, tout comme ceux qui sont un peu habitués à Docker Compose. Quand vous ne donnez pas de "-f", il sait que je vais chercher Docker Compose. Donc, dans la même manière, Monaco, si on ne lui donne pas de paramètres, il sait qu'il faut chercher
Si pour X ou Y raison, vous avez décidé de mettre deux fichiers, donc ils auront des noms différents, à ce moment, il faudra lui donner le -m pour lui dire mon fichier s'appelle comme ça. Ce fichier, on va venir dessus plus en détail, va vous permettre de définir tous vos environnements Dynatrace. Manager, SAS, multi-environnement, donc tout ça c'est défini dans le fichier manifeste. Quand on définit le fichier manifeste, une chose très importante aussi à définir, c'est le dossier projet. Et c'est à l'intérieur de ce dossier projet qu'on va définir toutes les fonctions qu'on souhaite que Monaco gère. Donc, quand vous entrez dans le dossier de projet pour un environnement ou bien pour une branche ou comme vous voulez, en fonction du découpage que vous avez fait de votre cluster, vous avez une série de dossiers. Et chaque dossier, les bonnes pratiques disent qu'il faut faire un dossier par fonction. Ça permet de ne pas mélanger trop de fonctions. Et là, du coup, il suffit de regarder le nom du dossier pour savoir de quoi il parle. Alors que si vous commencez à mélanger dans le même dossier plusieurs fonctions, vous allez un peu vous perdre. Donc, les bonnes pratiques, c'est un dossier, une fonction. Donc, quand Dynatrace, via son outil Monaco, rentre dans un dossier de fonction, l'élément qu'il va chercher par défaut, c'est un fichier qui s'appelle config.yml. Et à l'intérieur de ce fichier, on va lister pour la fonction en question tous les éléments qu'on souhaite configurer. Si je prends par exemple le cas du management zone, donc si j'entre dans le dossier de gestion de management zone, on listera toutes les management zones à créer. Et un des paramètres de ce fichier, c'est ce qu'on va appeler le paramètre template. Et dans le paramètre template, ça s'appelle template parce que, comme j'ai dit, le but, lorsqu'on fait l'automatisation, c'est de l'industrialisation. Donc, quand on dit l'industrialisation, il faut aller sur les templates. Donc, en fait, il demande un fichier template, mais vous pouvez aussi bien fournir un fichier qui n'est pas du template. Mais ce n'est pas la bonne pratique. Donc, la recommandation, c'est de faire un fichier template Go et donc, du coup, de donner des variables pour que Monaco construise ce template. Et ça, ce n'est possible que si, au sein de l'entreprise, avant de commencer vos configurations, vous avez fait d'abord le choix de définir vos standards. Et lorsque vous avez vos standards, ça fait que tous les éléments étant identiques, vous pouvez définir un seul template qui couvre tout vos cas. Pardon. Et donc, du coup, moi, je les appelle le payload parce que il faut bien garder à l'esprit que Monaco, il fait de l'API. Donc, ce qu'on met dans le fichier de template n'est en réalité que le payload. Donc, comme j'ai dit, le fichier manifeste, c'est un fichier YAML dans lequel vous allez définir vos projets, définir vos environnements. Le fichier il est défini en trois sections. Il y a une section manifeste version, qu'il faudra aussi suivre la version de votre fichier manifeste. Il y a une section qui est la section project, c'est-à-dire que vous définissez les projets et comme vous voyez la ligne 5, vous avez la ligne pass qui vous permet de dire, ah, pour mon projet infra, le dossier où tu vas retrouver ces configs, c'est celui-ci. Quand on regarde la ligne 6 pour le projet général, vous voyez il n'y a pas de ligne pass. Et donc du coup, quand il n'y a pas de ligne pass, Monaco comprend que je dois utiliser le nom du projet comme pass. Donc c'est comme ça qu'on sait où il faut aller. Donc quand vous faites vos configs, faites bien attention. Donc vous pouvez ne pas définir le pass. Donc il faut quand même donc savoir en cas d'absence de pass, qu'est-ce que l'outil fait. Donc une fois qu'on quitte la section project, on définit les environnements. Et on définit les environnements groupe, pardon. Et dans les environnements groupe, on définit les environnements. Une chose très importante lorsque vous êtes dans la section environnement, c'est la variable token. Faites attention, ce qui est demandé dans le fichier manifeste, c'est la variable d'environnement qui porte le token. Donc, en aucun moment, vous ne devez mettre la valeur du token dans ce fichier. Ça, c'est pour les raisons de sécurité. Monaco bloque ce fonctionnement. Et donc, du coup, dès que vous mettez quelque chose là-dedans, Monaco comprend que je vais chercher une valeur d'environnement qui correspond à ça. Donc, si vous mettez la valeur du token, Monaco ne va pas prendre ça, mais il va aller chercher, il va prendre votre token et aller chercher dans les variables d'environnement une variable d'environnement qui porte votre token. Donc faites attention à cela. Ça, c'est comme ça que vous devez donner vos tokens à Monaco pour qu'il puisse se connecter à l'environnement. La deuxième des choses, si on prend par exemple la ligne 14, c'est que comme je vous ai dit, Monaco, il va aussi vous dire que j'ai besoin de l'URL pour me connecter à l'environnement. Dans la ligne 14, on est en value, on met vraiment une URL. Ça, c'est possible lorsqu'on est sur la partie URL, ce qui est impossible lorsque vous faites la partie token. Le token, c'est toujours en variable d'environnement. Maintenant, comme j'ai dit tout précédemment, Monaco est CI/CD ready. Et donc, du coup, quand vous faites du CI/CD, vous êtes dans l'option où vous devez merger vos branches.
Donc vous comprenez que si vous mettez en dur les URL, ça veut dire que quand vous allez merger du dev vers la prod ou pré-prod, ou comme votre flow est défini, votre git flow est défini, comprenez que vous allez merger les URL de pré-prod en prod. Donc du coup, une des bonnes pratiques aussi, c'est de ne pas mettre les valeurs des URL dans le fichier, mais de faire comme ça a été fait à la ligne 29, donc de définir aussi une variable d'environnement que vous donnez à Dynatrace. Là, ici, c'est un exemple aussi où on n'est pas dans les bonnes pratiques. Compte tenu du fait que le code va être mergé entre différentes branches, donc vous comprenez que ça aussi, c'est des choses à éviter, d'appeler les variables d'environnement prod URL, prod token. Non. En ce moment, on pouvait dire que la variable d'environnement, c'est dt underscore URL, dt underscore token. Là, ça permet que lorsque vous mergez le code, il n'y a pas de problème parce que dt prod, dt URL, dt token, que ce soit en pré-prod ou prod, c'est conforme. Et donc, du coup, maintenant, votre chaîne CI/CD, c'est l'outil de chaîne CI/CD. Si vous prenez par exemple le cas de GitLab, c'est dans les variables GitLab que vous allez renseigner le token en lui disant ce token, c'est DTURL à telle valeur lorsque tu es sur l'environnement de prod, à telle valeur lorsque tu es sur l'environnement de pré-prod. Et c'est comme ça que vous rendez pleinement Monaco CI/CD ready. Et vous ne faites pas du transfert des failles de sécurité parce que lorsque vous faites vos merges, vous ne transférez pas du code de prod en dev et autres. Donc là, aucun code qui contient des valeurs liées à un environnement se retrouve dans un autre environnement. Donc ça, c'est les bonnes pratiques à respecter. Donc comme j'ai dit, pour communiquer avec une API, il faut un token. Donc du coup, ici, j'ai listé les droits dont doit disposer votre token pour être conforme. Donc bien évidemment, il faut les droits de lecture au cas où vous utilisez Monaco comme solution de sauvegarde. Il faut des droits d'écriture au cas où vous utilisez Monaco comme solution de déploiement de configuration. Donc ça, c'est les droits qui sont nécessaires. Bien évidemment, ça correspond à une étape T. Donc il faut de temps en temps aller lire sur le site de Dynatrace pour voir s'il y a des évolutions. Monaco, aujourd'hui, si vous allez sur le site de Monaco, vous allez voir qu'il y a une notion de V1, une notion de V2. Entre la V1 et la V2, c'est deux configurations totalement opposées. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que la V1 a été dépréciée en début d'année. Donc aujourd'hui, le support sur la V1 n'est plus fait. Donc il faut absolument passer à la V2. Mais ce n'est pas grave, si vous avez déjà fait vos configurations en V1, Monaco V2 a un outil qui vous permet de convertir vos configurations. Donc il suffit de lancer cette commande et convertira votre configuration V1 en V2. Bien évidemment, j'ai dit Monaco, c'est un outil de gestion de configuration, mais il est issu du monde de l'observabilité. Et donc, comme tout outil d'observabilité qui se respecte, que vous donnez un paramètre ou pas, dès que vous lancez n'importe quelle commande Monaco, il génère automatiquement un fichier de log pour être conforme au fait que lorsqu'on est dans l'observabilité, il faut rendre les systèmes observables. Et pour rendre le système observable, il faut que l'élément génère des données sur son état. Donc du coup, que vous le demandez ou pas, Monaco va générer un fichier d'état. Dans ce cas, ce sera des logs dans lesquels il vous fera un résumé de son exécution. Combien de KO, combien de OK, pourquoi j'ai des KO, ainsi de suite. Après, vous avez des options pour personnaliser le fichier, mais par défaut, le fichier s'appelle .logs avec des fichiers horodatés. Ensuite, vous avez le fichier config.yml qui est aussi un fichier très important. Comme vous avez dit, c'est là-dedans que pour une fonction, par exemple, de management zone, on listera toutes les management zones à créer. Donc lui aussi, il a trois parties. La partie ID, donc il faut faire très attention. C'est l'ID qui va être créé au niveau du cluster Dynatrace. Donc pour une fonction, il faut qu'il y ait un ID qui soit unique. Il ne faut pas qu'une ID se répète. Donc au moment où vous définissez vos ID, faites attention à cela. Une des choses aussi, c'est que ces ID ont des règles. Donc ça, vous pouvez aller voir sur le site Dynatrace. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les majuscules, les points, les underscores, les tirets, il y a un certain nombre de choses à respecter. Il n'aime pas les underscores dans ces ID. Donc faites attention lorsque vous les définissez, de bien respecter les contraintes au niveau des ID. Vous avez une section type dans laquelle vous allez définir concrètement de quel élément est-ce qu'on est en train de parler.
Et c'est avec les éléments définis dans la section type que Monaco pourra identifier la bonne API. Donc faites bien attention lorsque vous définissez votre champ type. Et en dernière position, vous avez le champ config, qui est vraiment le champ qui va porter la configuration propre à l'élément en question. Donc si on veut faire maintenant un focus sur la partie config, donc comme j'ai dit, dans la partie config, vous avez un bloc qui s'appelle name. Vous pouvez définir une variable qui s'appellera name, qu'on pourra utiliser dans notre template Go. On verra plus tard. Vous avez une ligne template dans laquelle vous allez renseigner le chemin pour accéder au template. Ou bien, si c'est pas le template, vous renseignez le fichier dur. Mais comme je dis à chaque fois, dans notre exemple, vous voyez les templates qui sont identiques parce qu'on est dans le cas où on a standardisé. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un seul template pour tous nos cas de figure. Vous avez un champ skip qui vous permet de dire à Dynatrace s'il exécute ou pas, tout simplement. Donc, vous allez jouer sur un true false en fonction qu'il exécute ou pas. Un élément très important, c'est la partie parameters qui a deux fonctions. La première fonction, c'est qu'elle permet de définir des variables. Donc, vous allez définir des variables qui vont être utilisées pour renseigner votre template. Mais une autre chose aussi très importante, c'est la référence. Je m'explique. Lorsque vous êtes dans la console Dynatrace et que vous voulez, par exemple, créer une fonction, créer un nouveau composant, et par exemple, le composant vous demande est-ce que vous voulez affecter une management zone. En fait, lorsque vous avez un menu déroulant dans la console Dynatrace qui vous liste les management zones, en fait, ce que la console fait, c'est qu'elle appelle l'API en question, elle crée tous vos management zones, elle liste tous vos management par ID, et donc quand vous choisissez, en fait, elle est en train de positionner l'ID. Donc, quand vous faites votre configuration Monaco, vous devez aussi prendre cela en compte. Donc, Monaco va vous attendre avec des ID. Et donc, du coup, pour rester conforme aux bonnes pratiques qui consistent à ne pas mettre des ID en dur dans vos fichiers de config Monaco, il faut donc faire des références. Et donc, du coup, si on regarde par exemple cet exemple, on voit que au niveau de alerte, vous voyez, je fais une référence à une fonction qui existe déjà. Et c'est comme ça que je dis à Monaco, au moment où tu auras besoin de relier mon problème notification à mon alerting profile, je ne vais pas te donner l'ID, mais je te donne des éléments pour que tu ailles rechercher l'ID en question. Et c'est comme ça que vous pouvez faire des références et Monaco construira automatiquement les ID et vous aurez un fichier propre dans lequel vous n'avez pas mis en dur des ID. Ça, c'est très important parce que quand vous mettez en dur, ça fait que demain, si l'élément est supprimé, ça veut dire supprimer et recréer, ça veut dire qu'il y a une nouvelle ID et du coup, votre config ne marche pas. Donc, c'est pour ça que dès que vous voulez faire appel à un élément pour lequel on vous demande l'ID, privilégiez la référence que de mettre en dur des ID. Donc pour terminer, on a un fichier, j'appelle ça le fichier payload, hein, mais en réalité c'est un fichier template, mais j'appelle payload pour que ce soit clair pour nous tous, pour qu'on garde bien à l'esprit que c'est lorsque Monaco va appeler l'API, c'est le fichier qui contient les paramètres qui seront appelés, envoyés dans la commande post, put ou autre. Et donc du coup, comme on a variabilisé en template, il faut donc lui mettre des variables qui sont déclarées dans le fichier config et à partir de ça, Monaco va les renseigner et envoyer le bon fichier avec les bonnes valeurs. Du coup, faites attention de définir une variable dans le fichier de template et ne pas la définir dans le config, ça vous générera une erreur parce qu'il n'y aura pas la variable en question. Donc, comme j'ai expliqué, Monaco, vous pouvez l'utiliser comme outil de sauvegarde. Donc, pour ça, dans la CLI Monaco, vous avez la commande download qui va vous permettre de télécharger la config. Dans ce cas, vous voyez, on lui donne le manifeste pour qu'il sache où est-ce qu'il doit aller download. Là, le fichier manifeste, on a pris le nom par défaut, dans le -m, au final, il ne sert à rien. Parce qu'on est sur le chemin par défaut. Par contre, lorsque vous faites du download, il vous demandera toujours que je veux un environnement dans votre manifeste. Donc, le -e est obligatoire. À moins que demain, il décide de le faire changer. Mais pour lui, on se regarde qu'un seul environnement. Parce que, comme je vous ai dit, dans l'exemple, on avait défini plusieurs environnements. Mais moi, comme je vous ai dit, en bonne pratique, c'est pour être conforme au CI/CD, il faut faire un manifeste, un environnement. Et donc, du coup, le -e ne peut être nécessaire puisque dans le fichier, on n'avait qu'un seul environnement.
Donc, après avoir téléchargé votre config, vous pouvez aussi utiliser Monaco pour appliquer votre config. Donc, de la même manière, vous faites juste la commande deploy et vous finissez en paramètre comment est-ce qu'il va se connecter dans votre fichier manifeste. Comme je vous ai dit, Monaco fournit des fichiers payload. Donc, quand on dit on fournit des fichiers payload, on est plus dans la logique post-put en fonction des créations mises à jour. Et donc, du coup, les payloads qui ont été conçus dans vos templates sont conçus pour du post et du put. Mais lorsqu'on est en train de supprimer, on a quitté le monde du post-put, on a basculé vers le monde du delete. Et donc, du coup, les templates, les URL changent. Et donc, du coup, si vous voulez utiliser votre config comme élément pour faire des suppressions, Monaco vous fournit une commande generate delete file qui va vous permettre de lire votre config, générer un fichier, vous avez le moins delete y.gaml, qui va générer un fichier dans lequel la config va être reconstruite pour avoir les bons paramètres en mode delete cette fois-ci. Et donc du coup, une fois que vous avez utilisé la première commande pour générer le fichier de delete, en dessous, vous faites donc maintenant Monaco delete et vous le fournissez en paramètre le fichier delete dans lequel il sait maintenant comment est-ce que je dois faire mes actions de suppression. J'espère que j'ai été clair. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça va nous aider d'une part déjà pour nous améliorer et d'autre part ça va nous permettre de mieux préparer la vidéo qu'on fera sur une démonstration de Monaco. Merci et à bientôt sur du concept à l'expertise.